de l'école de formation du barreau de Paris et de l'Institut d'études judiciaires de l'Université La Sorbonne et membre du service avocat au service des victimes, Maître Nathalie Zoromé a acquis une solide expérience de la procédure contentieuse. Inscrite au barreau de Paris depuis plus de 20 ans, elle intervient aujourd'hui à la fois en France et à l'international dans le droit des affaires, le droit international privé et le droit du travail. Juriste d'entreprise avant d'intégrer la profession d'avocat, elle a également enseigné le droit des contrats et le droit du travail dans des écoles de commerce. Aujourd'hui, très investie en Afrique, elle met à profit ses connaissances en droit panafricain des affaires pour permettre à ses clients de réaliser leurs objectifs contractuels et commerciaux sur le continent. En 2018, elle est lauréate du prix de la Fondation pour le droit continental. Bonjour Nathalie. Aïssata, bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau d'African Woman 2.0. C'est un plaisir. Merci à vous de me recevoir. Plaisir partagé. Depuis l'âge de 12 ans, tu voulais être soit avocate, soit journaliste. Tu t'es renseignée, Tata. Ah ben, bien sûr. Pourquoi avocate? Alors en fait, j'ai vraiment eu très tôt la chance de savoir que ce métier m'attirait. J'étais pas sûre que j'allais vérifier ça avec l'expérience, mais dès le départ, je souhaitais avoir un métier socialement utile. Ah oui. Socialement utile et puis intellectuellement stimulant. Donc j'avais comme ça quelques idées en étant adolescente. Et chez moi, il n'y a pas du tout de juriste. J'ai une maman qui est médecin, mais par contre, juriste, il n'y en avait pas du tout. Et le droit, ça m'a tout de suite attirée parce que je me suis dit que j'allais apprendre comment fonctionne le système, les règles du système dans lequel on évolue. Est-ce que tu as eu une expérience, quelque chose qui a fait justement que tu voulais t'intéresser à comment le système fonctionne? À vrai dire, s'il y en a eu une, je ne l'ai pas encore, identifiée. Ce qui est sûr, c'est que je cherchais une espèce de mode d'emploi, comprendre un petit peu comment la société était normée. Et après, l'avocature m'a beaucoup séduite parce qu'en réalité, on apprend à connaître les règles du système, mais pas forcément comme un magistrat pour les faire appliquer de manière stricte. L'avocat, il a justement à utiliser les règles du système pour défendre les intérêts des particuliers avec une certaine agilité. Donc voilà, c'est comme ça que moi je vois un petit peu les choses aujourd'hui. Mais à l'époque, j'avais juste envie de devenir avocate internationale, quoi. Mais je ne savais pas exactement ce que c'était, je pense. Explique-nous un peu ton parcours professionnel. Alors mon parcours, il a commencé de manière très classique. Moi j'ai grandi en France, donc j'ai fait des études de droit jusqu'à la maîtrise à l'université à Lyon. Donc vraiment un système franco-français. Et puis j'ai tout de suite eu envie d'aller à Paris après pour faire l'Institut d'études judiciaires et derrière aussi plusieurs masters en droit, comme on disait à l'époque, droit africain, sachant que y a un droit africain maintenant, mais il y a des droits africains, donc au pluriel. Donc j'ai fait pas mal d'études, j'ai fait des études assez longues, puis j'ai aussi voulu avoir d'autres spécialisations. Donc j'ai commencé comme ça avec le souhait d'exercer en matière pénale, parce que c'est vraiment ma passion, le droit pénal. Et j'ai commencé comme ça un petit peu au début à faire des stages, à regarder comment ça se passait chez les avocats, à trouver ça passionnant. Et je me suis dit, bah, je vais être pénaliste. Alors, c'est ce que j'ai fait, mais j'ai emprunté quelques chemins de traverse, puisque j'ai commencé par contre par travailler pendant 2 ans en tant qu'avocat salarié. C'est un statut qui est assez rare chez nous, dans un cabinet spécialisé en droit du travail. Et puis ensuite, je dois dire la vérité, dans ce cabinet, j'étais très bien traitée. J'ai appris un petit peu le métier, mais je n'allais pratiquement pas plaider. Et c'est pas comme ça que je voyais le rôle de l'avocat. En réalité, aujourd'hui, je sais que l'avocat, il peut être conseil, mais il est aussi avocat contentieux, donc il va plaider. Mais là-bas, il faisait beaucoup de conseils. Et de manière téméraire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démissionné. Et puis, bah, j'ai décidé que j'allais m'installer. Ah, carrément.
Est-ce que tu étais prête financièrement? Pour tout dire, j'ai démissionné parce que je me suis dit, bah, je vais aller dans un autre cabinet. Il se trouve que c'était déjà un grand cabinet dans ce domaine-là. Mais est-ce qu'on démissionne sans avoir trouvé un autre? Ben, c'est ce que j'ai fait. C'est bien pour ça que je disais que j'ai été téméraire. C'est-à-dire que je n'avais pas tellement d'inquiétude sur le fait que j'allais trouver un autre emploi. Or, ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que à l'époque, bah, justement, j'ai fait beaucoup d'entretiens et je pense que j'avais une personnalité qui était déjà un petit peu affirmée. Parfois, il arrive qu'on nous fasse des feedbacks, qu'on nous dise pourquoi on n'est pas pris. Et il y a quand même eu au moins 3 fois où on m'a expliqué que bah, eux, ce qu'ils cherchaient, c'était un collaborateur, c'est-à-dire quelqu'un qui leur soit subordonné et pas un associé. Il y en a un qui m'a même dit, écoutez, moi je vous aurais vraiment prise, hein, c'est vraiment, vous êtes dynamique, vous êtes volontaire, j'aurais pas peur de vous envoyer à la confrontation chez le juge, etc. Mais par contre, mes associés, ils n'ont pas suivi parce que, écoutez, je ne sais pas comment vous le dire, je vous le dis pour vous, un conseil, mettez-la un peu en veilleuse. C'est ce genre de feedback que j'ai reçu où en gros les gens me disaient, écoutez, vous avez un CV qui est très bien, ok, mais en fait, oui, j'avais déjà ce... Les gens n'aiment pas parfois les gens qui sont trop, les femmes surtout, qui s'affirment un peu trop peut-être. Tu étais peut-être un peu trop, voilà, tu étais une associée, pas une... Ben, c'est ce qu'on m'a fait sentir. Or, moi, je ne me sentais pas du tout comme ça. Mais alors, vraiment pas. Je pense qu'au contraire, j'avais une grande humilité dans le sens où je voulais un patron. J'avais l'impression que je ne savais rien. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils me disent là? Je ne suis pas prête, en fait, à m'installer. Et en réalité, Mais c'était lié à quoi alors? Je pense que c'était lié au fait que je voulais montrer que par contre j'étais capable. Voilà, à ce petit dosage qu'il faut savoir parfois faire entre montrer qu'on est capable et en même temps leur faire sentir qu'ils ont vraiment aussi beaucoup de choses à vous apporter. Les deux étaient vrais. Mais dans mon cas, au bout d'un certain temps, je me suis dit, d'accord, eh bien je vais m'installer. Je me suis lancée, j'ai commencé à développer ma clientèle franco-française dans les matières qui m'attiraient, c'est-à-dire le droit du travail, mais avant tout le droit pénal, et puis d'autres matières à côté que je faisais de façon annexe. Mais avec ces deux dominantes vraiment principales. Et puis la vie nous surprend parfois. Et j'ai rencontré un monsieur qui se trouvait être un métis ivoirien. Et donc, ce n'était pas du tout dans mon plan de carrière, en fait, de venir derrière l'eau. Hein, puisqu'en réalité, moi, j'avais à ce moment-là 10 ans d'installation, de cabinet. Et je venais de m'associer, en plus, avec des camarades de ma promo qui, elles, finalement, s'installaient à leur compte. Moi, ça faisait déjà un moment que j'y étais. Et j'étais très contente comme ça, mais par les hasards de la vie, lui-même, il a été amené à revenir en Côte d'Ivoire. J'ai vécu quand même un petit peu au Burkina, puisque je suis aussi burkinabé, mais j'avais vraiment ce côté très franco-français, tant dans mon éducation principale que dans ma clientèle, que dans ma vie quotidienne. Voilà. Donc j'étais pas forcément au départ à l'initiative du projet. Mais comme j'avais ce background, puisque j'avais aussi fait des droits africains, j'avais quand même des notions de ce que c'est que l'OHADA, voilà. Je me suis dit, bon, on va tenter l'expérience. Voilà, donc moi je reste inscrite au barreau de Paris, mais je travaille dans la sous-région avec à chaque fois des partenaires. Puisque je ne me suis pas inscrite dans les barreaux locaux, hein, que ce soit le Burkina, que ce soit le Sénégal ou même la Côte d'Ivoire, chaque fois je travaille avec des associés. Nathalie, parle-nous du cas de Lamine Dieng, n'est-ce pas, qui est un jeune qui s'est fait tuer en France. Et je pense que c'est un sujet aussi qui t'a emmené à t'intéresser un peu plus aux violences policières. Oui, tout à fait. Alors, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait au début de ma carrière, puisque comme j'ai dit, j'étais passionnée de pénal et je pratiquais beaucoup quand j'étais exclusivement en France le droit pénal. Aujourd'hui, ça m'arrive encore d'avoir des belles affaires, mais c'est vrai que par exemple, je préfère pratiquer la matière pénale du côté européen. Ici, c'est plus compliqué pour moi. Maintenant, le cas de Lamine Dieng, il était à la croisée de pas mal de chemins pour moi, puisqu'il s'agissait d'un Sénégalais. Donc j'ai en fait été contactée par la famille
qui avait un précédent d'avocat qui justement était un de mes associés et qui pouvait plus suivre le dossier. Donc il a proposé de me mettre en relation avec cette famille et il y a tout de suite eu un feeling, puisque déjà on était tous les deux des Africains et j'ai trouvé que ces gens ils étaient vraiment dans une épreuve lourde, avec une procédure qui était vraiment pas gagnée et qu'ils avaient quand même vécu une épreuve très difficile et qui restaient dignes et qu'ils avaient foi en la justice. Alors, je me suis demandé en fait si ce dossier allait aboutir à plusieurs reprises, puisqu'on a quand même été très entravés. S'attaquer à l'institution, c'est quand même quelque chose qui n'est pas commun. Ça le devient de plus en plus, puisque maintenant qu'on a eu des cas très emblématiques comme le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, qu'on a eu en France l'affaire Adama Traoré, mais nous on était bien avant. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que c'était pas facile pour l'institution judiciaire d'accepter de remettre en cause certaines pratiques policières qui en réalité n'étaient pas acceptables. C'est vraiment un euphémisme que de dire ça. Donc on est allé jusqu'au bout, on a pas mal lutté et finalement c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui nous a donné gain de cause en reconnaissant le statut de victime, c'est-à-dire que oui, il est mort aux mains de la police, donc sous la responsabilité de la police. Et dans ces conditions-là, il est mort d'une manière où on ne pouvait que reconnaître qu'il y avait une responsabilité de la police, puisqu'il n'était pas mort tout seul, comme on nous le disait au départ, d'overdose ou d'étouffement, d'auto-étouffement, enfin... Ça ne tenait pas. Et maintenant, des cas comme ça, bon, ça, on parle d'une affaire qui remonte vraiment à très loin. Donc aujourd'hui, les affaires sortent de plus en plus et c'est une bonne chose. C'est un sujet qui a été beaucoup mis en lumière ces 2 dernières années. Moi, je ne fais pas que ça. Par contre, je n'ai pas peur de faire ça. Voilà. Tu es aussi membre de Girl Boss 225. Oui, oui. Ça, c'est autre chose. C'est très différent, tout à fait. C'est un réseau de femmes inspirantes, dynamiques et actives. Alors, quel est pour toi le but d'appartenir à une telle association ? Et il faudrait peut-être un peu nous dire de quoi il s'agit. Ah, le Girl Boss 225, alors j'ai eu la chance de faire partie du board avec 5 autres dames et de reprendre en fait la création d'une dame qui s'appelait Anne Roquette et qui elle a quitté la Côte d'Ivoire et qui avait commencé à fédérer un certain nombre de femmes autour de conférences, chaque fois sur des sujets, l'idée étant au départ de partager du sens autour d'un thème, et puis de déjeuner et accessoirement de réseauter, et de ne pas faire l'inverse. C'est-à-dire de ne pas partir d'un club d'affaires pour ensuite, après, sous prétexte de conférence, se voir. Non, on part d'abord de là. Et après, s'il y a des synergies qui se créent, tant mieux. Mais on tient vraiment à chaque fois à organiser des choses qui aident, alors soit sur le développement personnel, soit sur le développement professionnel. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien avoir une conférence un jour sur l'art de recevoir ou la psychologie positive, et puis ensuite une sur les nouveautés en comptabilité en Côte d'Ivoire cette année, ou le droit des contrats, ou plein d'autres sujets. Donc voilà, c'est un réseau de femmes qui essayent effectivement de se connaître, et de créer des synergies, de partager des moments. Et vraiment, moi, j'y ai surtout trouvé de la sociabilité. Et en plus, par ailleurs, eh bien, effectivement, des liens d'affaires secrets, ça c'est super. Mais c'est vraiment le but premier, en fait, c'est de rencontrer d'autres femmes. Et puis, c'est assez multiculturel. Voilà, c'est-à-dire, on tient à garder ce côté-là. Le côté multiculturel, justement, en parlant de côté multiculturel, tu es franco-burkinabé-ivoirienne. Et tu as fait un brevet en langue chinoise. Oui. Why? Le chinois, je l'ai pris comme option au bac, comme 3e langue. Et après, je l'ai continué en parallèle de mon doc de droit. J'ai fait un brevet universitaire donc de chinois.
Et puis j'ai voyagé plusieurs fois là-bas et c'est un peu le hasard, mais c'est la curiosité. Je crois que j'aurais pu à ce moment-là faire du japonais ou de l'arabe. J'ai choisi de faire du chinois. Le mandarin, oui. Je suis quelqu'un de passionné, vraiment. Et j'ai beaucoup de curiosité. Hein. Bon, je crois qu'il y a très peu de choses qui ne m'intéressent pas. Peut-être la comptabilité, ça j'avoue, ça me... Mais sinon, presque tout m'intéresse. Et la langue chinoise, elle m'a beaucoup surprise. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est vrai ce qu'on dit, c'est que rien qu'en... Les langues, en fait, permettent de penser les choses différemment. Par exemple, en chinois, il faut préciser quand on parle d'une seule chose, puisque le mot en lui-même, l'idéogramme, est pluriel. Donc j'ai été complètement étonnée de me dire ah ben je comprends pourquoi certains systèmes politiques comme le communisme par exemple sont tout de suite allés très bien avec ces peuples-là puisque par définition on pense collectif. Alors que nous, côté européen et un peu moins en Afrique quand même, mais quand même un petit peu, on pense quand même de manière encore assez individuelle. Hein? Donc voilà, c'est le hasard et puis je le pratique peu, le chinois. Mais qui sait, avec les liens... voilà, on ne sait jamais maintenant que la Chine et l'Afrique travaillent beaucoup ensemble, ça reste un atout, mais pour l'instant, il est en réserve. Beaucoup de jeunes s'orientent vers le droit et abandonnent. Oui. À un moment, parce que c'est long et puis bon, parfois on se dit que ça ne va pas forcément aboutir. Comment toi tu as réussi justement, pourquoi tu as persévéré et comment tu as réussi justement, si tu devais donner un conseil à une jeune femme ou à un jeune homme qui est dans la filière du droit? Si je devais donner un conseil, je dirais que c'est toujours un bon choix de faire du droit parce que c'est tout à fait juste hein, ce qu'on dit, c'est-à-dire le droit mène à tout. C'est ce qu'on dit. Hein, c'est une filière, bon, effectivement, moi parmi mes camarades de promotion au cours des différentes années, je peux dire que tous ceux dont j'ai encore des nouvelles, et ils sont encore nombreux, ont évolué dans des environnements qui sont parfois mais très très différents du mien. Dans des professions également. Ils ne sont pas tous devenus avocats, juristes ou magistrats. Mais c'est pour ça que ça reste un bon choix. Par contre, c'est quelque chose qui peut paraître rébarbatif. Pourquoi? Parce qu'il faut accepter de travailler beaucoup. Alors, il n'y a pas que le droit où on travaille beaucoup, bien évidemment, mais au début, les études de droit sont sont vraiment très scolaires, un peu fastidieuses, c'est-à-dire qu'on vous demande d'ingérer en fait beaucoup de savoir écrit et qui n'est pas discutable. C'est-à-dire, on vous dit les règles c'est comme ça, il faut comprendre la jurisprudence, il faut ceci, il faut cela. On n'est pas dans quelque chose de l'ordre de la réflexion, on est plutôt dans quelque chose qui est de l'assimilation de la matière. Et c'est après que ça devient passionnant. C'est qu'en fait, quand on a fini d'ingérer tout ça, on choisit une profession. Moi, j'ai choisi une profession que je trouve justement, comme je disais, hein, c'est utiliser les règles du système. Donc là, ça devient beaucoup plus passionnant intellectuellement. C'est-à-dire qu'on sait comment ça se présente et maintenant, on va essayer de s'en servir pour arriver là où on veut arriver. Donc c'est de l'agilité intellectuelle et c'est comme ça que moi j'ai pas été déçue. Mais pour répondre plus précisément à la question du jeune qui se trouverait actuellement avec l'option de faire des études de droit mais qui trouverait ça rébarbatif, je lui dirais si ça ne te plaît pas, persévère un peu. Mais si vraiment ça ne te plaît pas, bifurque. Mais je vous encourage surtout à faire ce que vous aimez. Si vous n'aimez pas, il y a plein de chemins de traverse. Hein. Donc, pour terminer, parlons un peu vie personnelle, vie professionnelle. Et comment tu arrives à concilier tout ça? Il faut quand même préciser que je voyage davantage maintenant que mes enfants sont un peu plus grands. Oui. Quand c'était des bébés, évidemment que c'était beaucoup moins. Après, mes enfants, ils ont un père. Et ce père est un très bon père. Il s'en occupe vraiment bien. On est très équipés aussi avec des nounous. On a la chance d'avoir eu de bonnes nounous qui sont fidèles. Mais la maman, bien sûr, espérons-le, reste irremplaçable. Et j'ai l'impression que pour l'instant, ils sont encore à peu près équilibrés. Donc c'est qu'on a dû se débrouiller. Mais c'est vrai que, en fait, c'est un collectif. Tu le sais, la famille, c'est un collectif. Alors, il y a des cas où, en fait, on peut se permettre aussi des choses parce que l'autre moitié parentale est aussi là. Hein. Je suis parfois assez impressionnée par les dames
c'est plus rare chez les hommes, mais qui sont capables de rester vraiment là à tenir tout. Moi, j'ai vraiment besoin de mon métier. J'adore mon métier et ça fait partie de mon identité en fait, constituante. Donc je pense que mes enfants, ils le voient aussi. J'espère aussi qu'ils sont contents de voir leur maman faire certaines activités et j'ai déjà hâte en fait de les emmener pour la première fois au tribunal pour qu'ils voient en fait ce que fait maman, parce que par moment ça reste abstrait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les études, voilà. Et puis ils feront ce qu'ils veulent, mais moi je souhaite à tout le monde d'avoir un métier passion ou d'avoir tout simplement une passion, pas forcément son métier, mais c'est vraiment quelque chose d'inattendu pour moi, parce que je te le dis, ça fait 20 ans que je fais ce métier et je ne suis pas du tout lassée, au contraire. Je me sens encore comme une jeune avocate. Merci beaucoup Nathalie. Merci Aïssata de m'avoir reçue, c'était un plaisir. Merci. Donc on va passer aux petits cadeaux. Ah bon? Oui, oui, bien sûr, toujours. Il y a des petits cadeaux? Oui, il y a des petits cadeaux. Ah bon? On t'a quand même déplacé, on t'a fait quand même, tu as un peu travaillé pour nous. Ah bon? Inspirer la jeunesse et tout ça. J'espère avoir bien du Rwanda. Du Rwanda? Oui, oui, oui. Ah ben voilà encore quelque chose qui m'intéresserait de découvrir. Une entrepreneur. Oui. C'est magnifique. Enfin, elle fait venir, en fait, mais ça vient de lui. Elle a sa boutique ici à D'accord, voilà, d'accord. D'accord, merci beaucoup, c'est très joli. Ah mais moi, je suis comme tout le monde, hein, j'aime les cadeaux. Et là, tu es bien tombé. Ah, personne ne s'est plaint. Sinon, s'il y a une plainte, hein, qu'ils viennent me consulter au cabinet. Hein. Absolument. Donc voilà, Elle Création. Donc, ah oui, un cadeau de Liliane. Ah, Liliane, mais alors je suis une grande fan de son travail et cliente depuis des années, mais alors je vois qu'il y a eu certainement des nouveautés. Parce que ça, je ne connais... Oh, c'est magnifique. Tu as vu? Ah oui, ça, j'ai pas encore vu. Bravo. C'est un cadeau que moi, j'ai personnellement choisi. C'est vrai? J'ai craqué pour la trouver. Ah, mais oui, mais il est magnifique. Merci beaucoup. Ah, donc elle reste toujours très créative, hein, parce que ça, c'est différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Oui, absolument. Bravo. Donc ça, c'est une dame qui fait des produits de beauté et tout est fait localement. Bon, on ne va pas ouvrir, hein, parce que... Enfin non, tu peux ouvrir. On va ouvrir. Merci. Bah dis donc, c'est plusieurs cadeaux. Ouais. C'est ma fête. Ouais, ah, ben merci. 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 Déjà, le packaging est très chic. Ouais. Et... Oula. Il y a beaucoup de choses. Ça va être très agréable. Huile apaisante, du baume hydratant, ça, du savon noir. Du savon noir. Ça sent très bon, l'huile à côté. Là. Non, celle que tu as. Celle-ci, d'accord. D'accord. Et là, j'ai une crème gommante. Ben voilà. De quoi faire en sorte... Alors vraiment, merci beaucoup. J'espère qu'on aura fait passer quelques messages par cette discussion, et les bons. Mais en tout cas, moi, je suis très heureuse d'avoir pu participer. Merci beaucoup, Aïssata. Merci beaucoup.